Yo les refs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis content de vous retrouver. Ça faisait un petit moment que j'avais pas posté. Aujourd'hui, vidéo un peu particulière qui va changer de d'habitude. On se retrouve pour le lancement d'une série sur Football Manager FM23, ce jeu absolument merveilleux, addictif, mais qui aussi peut faire péter un plomb. Je suis bien placé pour le savoir. Donc voilà, je suis au courant que Football Manager, c'est pas forcément du contenu qui parle à tout le monde. Tout le monde ne joue pas ou n'est pas forcément intéressé au jeu. Quand le jeu est sorti de base, j'avais pas vraiment prévu de vous en faire une série, mais plus j'y ai passé d'heures et plus je me suis dit que ça serait sympa de vous filmer tout ça et de vous le montrer. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, les refs, deux petits mots. Premièrement, si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à cliquer et à vous abonner. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça m'encouragerait énormément. Et deuxièmement, si jamais vous n'avez pas vu les deux premiers vlogs de mon séjour à Londres, j'étais parti à Londres du 26 au 31 décembre pour le Boxing Day, faire un petit tour des stades. Si jamais vous n'avez pas vu les deux premiers vlogs qui sont sortis sur ma chaîne, je vous les mets juste ici. Vous avez juste à cliquer, n'hésitez pas à aller les voir, à lâcher un petit j'aime et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Maintenant que je vous ai dit tout ça, on va partir sur le jeu, on se retrouve directement dans les menus. Allez, c'est parti les refs, on se retrouve directement dans le jeu et comme vous avez pu le constater en voyant la miniature de la vidéo, le club avec lequel on va commencer cette série, c'est l'Atalanta. Pourquoi l'Atalanta? Pour plusieurs raisons. Premièrement, j'avais envie de prendre un challenge sportif un minimum intéressant. Je voulais pas commencer avec une équipe qui jouait la Coupe d'Europe dès la première saison, hein, donc voilà, tous les monstres anglais, le PSG, le Real, le Barça et tout ça on oublie. J'avais envie de prendre une équipe que je pouvais moi-même qualifier en Europe. Deuxième raison pour laquelle j'ai choisi l'Atalanta, c'est que sur le premier mercato, hein, celui sur lequel on va arriver en tant qu'entraîneur, l'Atalanta, ils ont un budget transfert qui est assez modeste, donc ça je vous le montrerai juste après, on en parlera un peu plus en détail, mais voilà, ça c'est pareil, les City, les Newcastle qui ont 70, 80, 100 millions de budget dès le premier été et avec qui on peut recruter à peu près quasiment tout le monde, hein, si ce n'est des Mbappé ou des Haaland. Voilà, ça c'est pareil, j'avais pas forcément envie de commencer avec eux. Et enfin, une des autres raisons pour laquelle j'ai sélectionné l'Atalanta, c'est que sportivement je trouve que c'est un projet intéressant parce que ils ont une très bonne académie, c'est-à-dire que c'est une équipe avec laquelle vous pouvez former beaucoup de très bons jeunes joueurs. On fera le tour de l'effectif juste après, vous verrez qu'il y a quand même pas mal de pépites de 17, 18 ou 19 ans qui sont déjà très proches du niveau de l'équipe première. Donc voilà, c'est une équipe avec laquelle vous pourrez former de très bons joueurs qui peuvent vous aider à gagner pas mal de matchs, de titres et après les revendre pour une très belle somme d'argent. Donc voilà. L'Atalanta, hein, là on est directement sur le menu, club fondé en 1907, comme vous pouvez le voir, un niveau de réputation de 4 étoiles, donc c'est pas mal du tout. Pour ce qui est des infrastructures, un centre d'entraînement, niveau des structures, pareil, c'est du 4 étoiles sur 5, c'est très sérieux. Recrutement des jeunes, 4 étoiles et demie, et enfin encadrement des jeunes, c'est du 3 étoiles et demie, comme je vous l'ai dit, c'est un club qui a un très bon centre de formation, et on le voit en vrai, hein, d'ailleurs, ils ont formé de très bons joueurs. Il y en a dont je vais vous parler juste après, qui jouent cette année en vrai pour l'Atalanta et qui sont vraiment très bons. Alors, avant qu'on commence à parler finances, transferts, effectifs et tout ça, on va faire un petit tour sur les objectifs qui nous ont été fixés par les dirigeants quand on est arrivé au club. Donc voilà, côté finances, on va voir que un des premiers objectifs, c'est de recruter des joueurs pour les vendre avec une plus-value. Comme je l'ai dit, c'est un club avec lequel je trouve que c'est assez facile de faire ça parce que c'est un club qui recrute très bien les jeunes. Donc voilà, j'ai déjà plusieurs cibles en tête, moi, de quels joueurs j'aimerais ramener au club. Des joueurs qu'on va pouvoir aller chercher en série B ou dans d'autres clubs de série A et qui jouent pas forcément, qu'on va pouvoir faire jouer, qu'on va pouvoir faire progresser et qui vont pouvoir ensuite se revendre pour une très belle somme par la suite. Deuxième objectif, augmenter les revenus commerciaux. Pour ça, il faut gagner des matchs, il faut aller en Europe, il faut gagner des gros matchs, il faut passer à la télé. Enfin,
je vais pas vous expliquer que les revenus commerciaux c'est assez basique. Alors pour ceux qui connaîtraient pas le jeu et qui le découvriraient en regardant ma vidéo, vous voyez qu'à côté de chaque objectif, il y a un petit niveau fixé par les dirigeants. Plus le niveau est élevé et plus vous serez jugé durement sur ces objectifs. Là on voit que du côté d'un point de vue financier, l'objectif le plus important pour les dirigeants de l'Atalanta, c'est de rester dans les limites du budget. On voit que c'est requis, c'est-à-dire que si on n'atteint pas cet objectif, il risque d'y avoir des sanctions. Les dirigeants peuvent, alors pas forcément dans un premier temps, hein, mais si on met du temps, qu'on n'arrive vraiment pas à atteindre les objectifs, il peut y avoir des sanctions et on peut aller jusqu'à se faire virer. D'un point de vue sportif, objectif pour cette saison, se qualifier pour l'Europa League. Là pareil, on voit que c'est requis, c'est obligatoire. Il faut qu'à la fin de cette saison, on soit en Europa League. Alors c'est loin d'être impossible, hein, je pense que c'est même parfaitement faisable. Pour moi, que ce soit dans la vraie vie ou dans le jeu, il n'y a pas 6 équipes qui sont meilleures que l'Atalanta en Serie A. Pour moi, il y en a pas 6, donc voilà, c'est largement faisable. Et enfin, jouer le titre en Coupe d'Italie, on voit qu'en termes d'importance, c'est du préféré. Là, ça va être un peu plus compliqué, hein. Tous les ans, on sait que ça se tape entre le Milan, la Juve, l'Inter. Voilà, les top puissances de Serie A pour la Coupe d'Italie. On va essayer de venir semer le trouble et pourquoi pas de s'inviter à la fête et d'aller le plus loin possible. Voilà pour ce qui est des exigences des dirigeants. Maintenant, on va passer aux exigences des supporters. On voit que les supporters, ils nous demandent de pratiquer un football basé sur un pressing intense. Donc ça va envoyer du 3-5-2, gegenpressing à la Marcelo Bielsa, il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, former des jeunes à l'aide du système de formation du club. On voit que c'est requis. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi l'Atalanta. Donc comme je vous l'ai dit, il ne devrait vraiment pas y avoir de souci là-dessus. Et enfin, jouer un football offensif, pareil, pas de panique. On a les joueurs pour mettre 6 à 7 buts par match. Alors, je ne veux pas trop m'avancer non plus, hein. Je dis pas qu'on va en coller 8 à tout le monde, mais voilà, il y a vraiment de quoi mettre des scores. Attendre des supporters, prendre le meilleur sur nos rivaux de Brescia si nous les affrontons. À moins qu'on les joue en Coupe d'Italie, il n'y a vraiment pas de raison qu'on les affronte puisque Brescia évolue en Série B. Et enfin, se qualifier pour l'UEFA Europa Conference League. Les supporters sont un poil plus indulgents que les dirigeants. Les dirigeants veulent l'Europa League, les supporters seraient contents avec la Conference League. Moi, je vais pas vous mentir, je vais pas vous cacher. L'objectif numéro 1 pour cette année, c'est de se qualifier en Europa League. Si on arrive à faire mieux, tout bénef. Si on n'arrive pas à faire mieux, l'Europa League, ça sera très bien. Donc voilà pour ce qui est des attentes des supporters et des dirigeants concernant cette saison pour l'Atalanta. Maintenant, avant qu'on aille faire un petit tour de l'effectif, que je vous dise ce que j'en pense et que je vous parle de la tactique que je vais mettre en place, on va faire un petit tour sur les finances du club. Alors, comme je vous l'ai dit, budget transfert modeste pour ce premier mercato, 12 300 000 euros. Il y a quand même largement de quoi faire, on va pas se mentir, c'est pas comme si on partait avec 0 euros. Il y a des clubs dans le jeu, lorsque vous commencez avec, vous avez 0 euros de budget transfert. Moi, de mon côté, pour le plaisir, j'ai commencé une save avec Millwall, que je suis allé voir jouer en vrai. Et quand on commence avec Millwall, le budget transfert, il est de 0 euros. Vraiment peanuts de chez peanuts. Donc là, 12 300 000, il y a de quoi faire, c'est honnête. On va pouvoir faire pas mal de petites recrues intéressantes. Budget salarial, 4 435 000 par mois, c'est pareil. C'est limite même trop. Un de mes premiers objectifs, ça va être de réduire la masse salariale, de virer les gros contrats des joueurs qui jouent pas ou qui n'ont plus le niveau, et les contrats des joueurs qui arrivent à terme à l'été 2023. On verra ça un tout petit peu après. Pour ce qui est des dettes, on voit que le club a 0 euros de dette nette, donc c'est plutôt une très très bonne chose. Dette transfert, moins 42 millions, c'est loin d'être catastrophique, on peut faire avec ça. Donc voilà pour ce qui est des finances, on va pas trop s'atteler sur la chose non plus. On va parler un petit peu du staff. Vous voyez que le staff il est plus que complet, 16 recruteurs. Alors je vais vous montrer vite fait le niveau des recruteurs de l'Atalanta. J'ai vraiment été choqué, impressionné quand j'ai lancé la save. C'est des mecs qui, en termes d'évaluation de niveau et de potentiel, c'est très correct. Là on voit que c'est 16 et 13. Alors pareil pour ceux qui connaîtraient pas le jeu, que ce soit les recruteurs, les membres du staff, les joueurs, tout le monde a des notes entre 0 et 20.
Donc comme à l'école, hein, plus t'es proche de 20, mieux c'est. Là on voit que c'est quand même des notes plus que correctes. Si on va chercher d'autres recruteurs, on voit qu'il y en a voilà, 15 et 15, c'est des très bonnes notes pour des recruteurs. Donc c'est des mecs qui vont nous permettre d'aller dénicher des pépites à droite à gauche. Alors là pour le coup ça va plus souvent être en Italie parce qu'ils sont quasiment tous italiens pour la plupart. Là on voit qu'on a un recruteur marocain dont le réseau s'étend pas mal. Alors lui il a pas des notes de ouf, mais vu qu'il a un gros réseau de connaissances, ça peut nous être utile. On a aussi un recruteur argentin qui a des très bonnes notes, hein, 15 et 15 pareil, on voit qu'il a un bon réseau en Amérique du Sud. Donc voilà, pour ce qui est de l'équipe de recrutement, c'est plus que correct. Ils vont nous permettre de faire pas mal de bonnes choses. Côté des préparateurs, on en a que 6 sur les 10. Donc voilà, une des premières choses que je vais aller faire, bon ça je vais aller le faire off caméra parce que c'est pas forcément la partie la plus intéressante. Je vais essayer d'aller compléter mon staff de préparateurs pour avoir des joueurs au maximum de leur forme physique. Et pareil, les kinés, on en a que 2 sur 5, donc il va falloir aller chercher les 3 derniers. On va booster tout ça, on va vraiment se faire un staff de malade pour s'entourer. Donc voilà, maintenant on va parler du principal, l'effectif. Alors, ranger les joueurs par poste. L'effectif de l'Atalanta, comme je l'ai dit, il est vraiment pas mal. Pour moi, il est assez équilibré. Alors, en termes de gardien, le choix est quand même vite fait. On a Juan Musso qui va être notre gardien titulaire pour cette première saison, qui a quand même des assez bonnes stats. Vous pouvez le voir ici, c'est quand même pas ridicule. Là, ici, encore une fois, j'explique pour certains qui ne connaîtraient pas le jeu, on a les attributs des joueurs. Donc c'est un résumé qui est préparé par le préparateur. Voilà, on nous dit les meilleurs attributs et les moins bons attributs des joueurs. On voit que Juan Musso, il aime les gros matchs, il est assez régulier, pardon. Donc voilà, ça va être notre gardien titulaire pour cette saison. Une de mes premières recrues, ça va être un de mes premiers objectifs sur le marché des transferts, ça va être de trouver un bon jeune gardien pour la suite. Juan Musso, il a 28 ans, on voit qu'en termes de potentiel, il a que 3 étoiles, donc c'est-à-dire qu'il va pas pouvoir progresser énormément. Nous, on va essayer de chercher des jeunes joueurs avec du 4 étoiles et demi, voire 5 étoiles de potentiel qui vont pouvoir nous emmener loin dans la save. Donc je pense que Juan Musso, il va faire le taf cette année. On va espérer qu'il se blesse pas parce que ses remplaçants, c'est quand même pas la folie, que ce soit Rossi ou Sportiello. Eux, je peux pas les dégager pour la simple et bonne raison qu'ils nous aident à nous conformer aux règles de sélection. Je vous mettrai peut-être une affiche après, mais en Serie A, il faut qu'il y ait un minimum de joueurs formés au club dans l'effectif chaque saison. Donc voilà, les deux là ont été formés au club. Ils nous aident à nous conformer aux règles, donc c'est pas si mal que ça. Maintenant, pour passer aux défenseurs, là, je pense premier mercato, il va y avoir un petit chantier à faire quand même. On a José Luis Palomino que je vais pas vous mentir, je vais essayer de le dégager. Pourquoi? Parce que son contrat, il se termine l'été prochain, fin 2023. Il nous pompe 123 000 € de salaire par mois. Alors, il a des stats corrects, c'est pas non plus des stats de fou, c'est pas Sergio Ramos Prime, c'est pas le défenseur de l'année. En plus de ça, j'avais pas fait attention, mais là, non, il est pas blessé, il est suspendu pour le premier match. Donc voilà, José Luis Palomino, on va essayer de le dégager. Ensuite, on a Rafael Toloi qui va être un de nos défenseurs centraux titulaires de base. Pour l'instant, ça va être un peu lui le patron de la défense. C'est le seul vrai défenseur central expérimenté qui est en capacité de jouer. Pourquoi je dis en capacité de jouer? Parce qu'on a Merih Demiral qui est clairement notre meilleur défenseur. Vous pouvez voir, il a quand même des stats assez incroyables. Problème, dans le jeu, il est blessé et il est absent entre 5 et 7 semaines. Donc on va devoir commencer le début de saison sans lui. À côté de ça, il y a deux jeunes joueurs qui viennent de l'académie du club qui sont très très bons. Le premier, Caleb Okoli. Alors, on voit qu'en termes de niveau actuel, c'est 2 étoiles et demie. C'est pas la folie. C'est écrit joueur utile de l'effectif qui pourrait encore progresser. Pourquoi? Parce qu'il a un très très gros potentiel. C'est quelqu'un qu'on va garder. C'est quelqu'un que je vais essayer de faire beaucoup jouer la première saison pour le faire progresser au maximum. Et deuxième très jeune joueur qui lui a déjà le niveau de l'équipe première. D'ailleurs en vrai il est titulaire à quasiment tous les matchs pour l'Atalanta cette saison en Serie A. Il a déjà même mis 1 ou 2 buts je crois cette année. C'est Giorgio Scalvini, pareil, potentiel, c'est du 4 étoiles et demi. On voit que voilà,
il pourrait beaucoup progresser, il a déjà le niveau pour jouer en Serie A, il a quasiment que des points positifs, hein, bon au marquage, joueur régulier, enfin vraiment il a beaucoup de points positifs. Le seul point négatif, c'est qu'il devrait bénéficier selon le recruteur d'un entraînement individuel pour améliorer sa puissance. Ça peut se faire, on va se charger de ça. Je pense que Scalvini ça va être un monstre et je pense que dans quelques années, s'il progresse au niveau auquel il est censé progresser, on va pouvoir le revendre pour un beau billet, hein. Vous voyez qu'il est déjà, pour un joueur de 19 ans, il est déjà estimé à une valeur entre 34 et 44 millions d'euros, ce qui est quand même assez énorme. Maintenant, pour parler des latéraux, que ce soit à droite ou à gauche, on a Joachim Melleux qui, dans la vraie vie, est le titulaire qui est le titulaire en tant que piston gauche de l'Atalanta. On a Hans Hatteboer, pareil. Alors lui, son contrat il se termine en 2024. On va essayer de le prolonger parce que regardez-moi ces stats de malade mental. 17 de vitesse, 15 d'accélération, 16 de jeu collectif, 15 de volume de jeu. Pour un latéral offensif dans le système que je vais mettre en place, je vous montrerai ça juste après, c'est le joueur parfait. On voit qu'il est observé par pas mal de clubs, hein, dont Tottenham, les Wolves et Porto. Sa valeur, elle est estimée à entre 9 et 10 millions. Bon, pour moi, c'est clairement un invendable sur le premier mercato. À moins qu'on me fasse une offre de fou que je peux pas refuser, qu'on me propose 20 ou 25 millions d'euros. Je considérerais même pas la vente de Hans Hatteboer. Pour moi ça va être un des titulaires indiscutables. Pour les latéraux, voilà, c'est un peu short. Son remplaçant c'est Zappacosta qui lui aussi est blessé, absent entre 4 semaines et 2 mois. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, la défense ça va être, je pense, mon chantier principal pour ce premier mercato. On a vite fait le tour des joueurs principaux en défense, hein. Alors Gosens il est encore affiché dans l'effectif. Pourquoi? Parce que au moment où on lance le jeu, on est le 11 juin 2022 et Gosens on voit qu'il va rejoindre l'Inter le 1er juillet, donc dans une quinzaine de jours, hein. Le transfert il a déjà été bouclé, exactement le même transfert que dans la vraie vie, donc voilà. Ensuite, pareil, un deuxième bon jeune joueur qui a 20 ans, qui peut jouer au poste de piston gauche, Matteo Ruggeri. Pareil, il est évalué entre 2 et 8 millions d'euros. Il a des stats pas trop mal pour l'instant, c'est pas le meilleur piston gauche de la Terre, hein. Mais je pense que si on le fait jouer pas mal, on va pouvoir le faire progresser. Comme vous pouvez le voir, il a quand même pas mal de points positifs, hein, régularité, aime les gros matchs, voilà. C'est un bon jeune joueur, je pense que ça va être le backup de Joachim Melleux côté gauche. En termes de backup de Hans Hatteboer, côté droit, on a qui? On a Brandon Sopi, l'ancien Rennais, qui pareil. Alors on voit qu'il peut jouer des deux côtés, il est droitier, donc je pense que je vais m'en servir en tant que backup de Hatteboer côté droit. 15 de vitesse, 16 d'accélération, 14 de volume de jeu. Il doit encore progresser dans les centres, dans la passe et dans les stats défensives, hein, que ce soit le marquage, le placement ou les tags, mais je pense que ça peut devenir un joueur intéressant. Il a 4 étoiles de potentiel, donc voilà, c'est quand même assez sympa. Maintenant on va passer au milieu. Là il y a de quoi faire, on va pas se mentir, le milieu de l'Atalanta c'est assez costaud. Martin de Roon pareil, en termes de milieu récupérateur on peut voir qu'il a des stats quand même assez affolantes, hein. Comme je vous l'ai dit, plus les stats sont proches de 20, mieux c'est. Volume de jeu 17, placement 16, 17 de tacle, 18 en termes de collectif, agressivité et détermination 16 et 16 avec une personnalité déterminée. Petit mot avant que je continue, pour ce qui est de la personnalité c'est très important. Si au niveau de la personnalité il y a écrit déterminé, professionnel, machin, ça va être très positif pour vous. Pourquoi? Parce que ça va vouloir dire que les mecs ils vont progresser, qu'ils vont aller au charbon et tout. Si en dessous de personnalité vous voyez qu'il y a écrit sans ambition ou de mauvaises appréciations comme ça, en général ça c'est aussi couplé au fait que les joueurs ont une note assez basse en détermination. Ça va pas être bon parce que ça veut dire que dès qu'ils vont faire la moindre mauvaise performance, ils vont s'écrouler. Le mental est très important dans FM, hein. On sait que c'est un jeu où ça peut vite partir en couille. Vous pouvez être sur une très bonne session, d'un coup perdre 1 ou 2 matchs et après c'est la dégringolade. Et vraiment le mental joue un rôle assez important dans le jeu, donc c'est assez important de garder des joueurs qui sont déterminés avec de très bonnes notes mentales. À côté de Martin de Roon, on va mettre Toon, je sais pas comment on prononce son prénom les refs, on va dire Toon Koopmeiners, hein, le milieu hollandais qui pareil en termes il peut jouer milieu axial, il peut jouer carriero. Moi c'est je pense que c'est à ce poste là que je vais le faire jouer. On voit qu'il a des très gros stats aussi, hein, sincèrement.
15 en passe, 14 en technique, volume de jeu 15, vision de jeu 13, il a 16 en décision, 18 en détermination, 17 de jeu collectif, c'est vraiment de très bonnes stats. Lui c'est pareil, on voit qu'il est observé par de très gros clubs, hein, Man United et le Bayern, valeur estimée entre 17 et 23 millions, pour moi c'est un intransférable, à moins qu'on me fasse une offre de zinzin, que le Bayern ou United, bon United sont capables, hein, ils sont quand même pas mal connus ces dernières années dans la vraie vie, pour surpayer des joueurs qui n'ont pas le niveau, hein. Jadon Sancho pour ne citer que lui. Voilà, à moins qu'United se pointe avec une offre à 40 millions, Koop Miners il partira pas, il va être titulaire pour moi dans mon équipe à côté de Martin de Roon. Pour ce qui est des deux milieux entre les pistons, je pense que je vais partir là-dessus. On a encore Mario Pasalic qui est dans l'effectif, qui est sous contrat jusqu'en 2025, qui lui peut jouer plutôt milieu axial ou plutôt numéro 10 en tant que 9,5 ou milieu offensif. On voit qu'il a quand même des bonnes stats aussi, hein. 14 en technique, 14 en tir de loin, vision de jeu 13, volume de jeu 14, 16 en finition pour un milieu axial, c'est quand même vraiment pas mal. Il a que 27 ans, il est évalué entre 15 et 18 millions, c'est assez correct. Je dirais pas que c'est un intransférable parce qu'il va pas starter pour moi, ça va être je pense le backup de Koop Miners ou de Malinovski qu'on va voir juste après, qui va être notre 10 titulaire, ça va être un backup pour moi. Alors il va quand même beaucoup jouer, hein. Mais je pense que j'aurai un peu plus de facilité à le laisser partir lui plutôt que Koop Miners ou De Roon. Mais voilà, Pasalic toujours dans l'effectif et qui est un très bon joueur. On a Ederson, le Brésilien aussi, qui est un très bon joueur. Alors lui c'est pareil, il est blessé entre 5 semaines et 2 mois. Là on voit aussi qu'en tant que numéro 10 c'est quand même des stats vraiment sympas, hein. 16 en inspiration, 14 en technique, 13 en tir de loin, 13 de passe, 15 de vision de jeu, 14 en dribble, finition seulement 11, c'est un petit peu bas, mais techniquement c'est quand même très propre. Je pense qu'il va jouer pas mal aussi pour nous. On va espérer qu'il revienne vite de blessure déjà. Voilà, c'est un bon joueur sur lequel je vais compter cette saison. Alors, je vous montre pas tous les joueurs un par un, sinon on en aurait pour 4 heures. Je vous parle des principaux. Mon numéro 10 cette année, Ruslan Malinovski, il a des stats de zinzin dans le jeu, c'est affolant. C'est un très bon joueur dans la vraie vie, hein. D'ailleurs, au moment où je tourne cette vidéo, il a mis un super but avec l'OM hier pour battre le PSG, parce que évidemment dans la vraie vie il a été transféré à l'Olympique de Marseille. Moi je vais le garder parce que regardez-moi ces stats de fou. 16 en contrôle de balle, 15 en dribble, 15 en passe, technique 17, 19 en tir de loin, c'est-à-dire que le mec il va pouvoir envoyer des missiles à tout va, 14 de vision de jeu, 16 d'inspiration, 14 de détermination, c'est quand même pas mal du tout. QP a une qualité physique naturelle très importante aussi, 16, avec une personnalité assez professionnelle, c'est très bien. On voit qu'il a dans ses perks, dans ses avantages régularité, aime les gros matchs, donc voilà, c'est vraiment un très bon joueur dans le jeu, il est très fort. Donc voilà, Malinovski ça va être mon 10 titulaire pour commencer la saison. Et ensuite pour ce qui est des attaquants, pareil, un joueur qui performe très bien avec l'Atalanta dans la vraie vie cette année, Ademola Lookman, l'ancien de Fulham et de Leipzig. Alors le problème c'est que avec la formation que je vais utiliser, j'ai pas d'ailier. Je vais vous montrer ça juste après. Moi je vais jouer en 3-4-2-1 pour cette première saison, du moins c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc Lookman, ses deux meilleurs postes c'est ailier soit à droite soit à gauche. Donc voilà, pour l'instant j'ai pas forcément une place pour lui sur les côtés, mais on voit qu'il peut également jouer en 10 ou en buteur. C'est là où je vais l'utiliser dans une attaque à 2. Je pense que ce soit en poste de soutien ou à 2 pointes, je pense qu'il peut faire le taf. 15 de vitesse, 17 d'accel, 14 de finition, appel de balle 13. Pareil, aime les gros matchs, régularité. Donc voilà, c'est très costaud Lookman, on va beaucoup le faire jouer aussi cette année. Après on a Jérémy Boga, hein, qui est arrivé, qui a été transféré définitivement cette année à l'Atalanta pour 22 millions quand même, hein. Ils ont déboursé une belle somme pour lui. Alors lui c'est pareil, son meilleur poste c'est côté gauche. Moi je vais plus le faire jouer en tant que numéro 10, c'est là où je le préfère honnêtement. 19 de dribble, 17 de technique, 17 d'agilité, 16 de vitesse, 16 d'accel. On voit que c'est quand même un très bon joueur, personnalité assez ambitieux, équilibré, aime les gros matchs, il est régulier, donc voilà, c'est un très bon joueur sur lequel on va beaucoup compter cette saison.
Après Jérémy Boga, notre pépite danoise Rasmus Højlund. Si jamais il y a un Danois dans mes viewers qui vous tombe sur cette vidéo, n'hésitez pas à me dire comment on prononce son blast, parce que je pense que je vais pas mal me tromper. On voit qu'en termes de potentiel, pardon, il a 5 étoiles, donc il pourrait beaucoup progresser. C'est clairement notre avançant du futur, hein. Je pense que pour les 5-6 prochaines années, si on reste aussi longtemps à l'Atalanta, c'est vraiment lui qu'on va vouloir sur le terrain. 15 de vitesse, 15 de finition, appel de balle 13, ça peut encore progresser. 14 d'agressivité, 15 de déter. Il a vraiment des très très bonnes stats pour faire un très très bon numéro 9. Donc voilà, on va beaucoup compter sur lui cette saison, même si ça va pas être le titulaire au début de la saison, on va beaucoup compter sur lui. Là, tous les joueurs qui sont en violet, les refs, c'est des joueurs qui sont partis en prêt, hein. Donc on voit Sam Lammers qui est parti à Empoli. Et enfin, les deux Colombiens de l'effectif, Duvan Zapata, pareil, lui dans le jeu, il a des stats de zinzin, 18 en finition, 17 de vitesse, avec une personnalité professionnelle, il aime les gros matchs, il est régulier, on voit qu'il a vraiment de très belles stats, donc ça va être un de mes deux starters. Alors maintenant, Zapata, il a 31 ans, il est estimé entre 20 et 24 millions d'euros. Son contrat il se termine à la fin de l'été prochain et il touche quand même 277 briques par mois, hein, donc c'est quand même pas rien. Je pense que Zapata il va nous servir cette année. On va essayer de tirer le maximum de lui cette année. Si on peut lui faire une saison de zinzin à 20-25 buts et faire exploser sa cote, je pense que je vais m'en servir cette année et essayer de le vendre à la fin de l'année. Je veux pas le vendre dès cet été parce que après, si je vends Zapata dès cet été, en fait, le truc, c'est que je suis vite obligé de faire jouer notre Danois Højlund titulaire. Il a que 19 ans, il a encore le temps de progresser. Et derrière, j'aurais pu deux joueurs de ce calibre-là, c'est-à-dire de grands numéro 9. Voilà, Duvan Zapata, on voit que c'est quand même 1m89, 88 kg, qui a un très très bon jeu de tête. Il a 15 en jeu de tête, il a 15 en détente verticale. Il va me servir en tant que pivot, en tant que mec qui peut faire des déviations de la tête, qui sera là sur les coups de pied arrêtés. C'est pour ça que j'ai pas envie de le vendre dès cet été. Je pense qu'il peut jouer un rôle important pour nous dans cette première saison. Et enfin, le deuxième attaquant colombien de cet effectif, c'est Luis Muriel. Alors lui, c'est pareil, on voit qu'il y a des stats de zinzin, 16 en vitesse, 16 en accélération, 17 en dribble, 17 en finition technique, 18, 16 en tir de loin. C'est vraiment des stats de zinzin, sincèrement. Dans le jeu, c'est très fort Muriel. On voit qu'il est observé aussi par Milan et par la Real Sociedad, pardon. Donc voilà, sa valeur, elle est estimée à seulement entre 9,6 millions et 12,5 millions. Le problème de Muriel, je ne serais pas contre le vendre dès cet été. Pourquoi? Parce que comme vous pouvez le voir, son contrat, il termine l'été prochain. Il touche 192 000 par mois. Il a 31 ans, j'ai pas forcément envie de prolonger Muriel, de lui donner 3-4 ans de plus, d'augmenter son salaire à 31 ans pour pouvoir le vendre peut-être 20 millions au lieu de 12,5. Donc pour l'instant, voilà, on a fait le tour de l'effectif. Pour l'instant, mon duo d'attaque, c'est Muriel et Zapata. Voilà comment va s'organiser la compo. Musso dans les buts, Calvini, Okoli et Toloi derrière. Là, comme je vous l'ai dit, ma première mission, ça va être de recruter un défenseur central. En attendant le retour de Demiral, Attebourg et Joachim Melleux en piston à droite et à gauche. Martin de Roon et Koop Miners au milieu en tant que milieu défensif et milieu récupérateur. Malinowski en 10, Zapata et Muriel devant. Zapata en tant qu'attaquant pivot et Muriel en tant qu'attaquant avancé. Voilà. Ça va être le trio qui va être chargé de toute l'animation offensive. Comme je l'ai dit, pour l'instant, Muriel, c'est mon deuxième starter en attaque. Maintenant, s'il y a un club qui se pointe avec une offre, on va essayer d'en tirer au minimum 16 ou 17 millions. Je ne le laisserai pas partir en dessous. Quitte à ce qu'il me fasse une très bonne saison et à le laisser partir libre l'an prochain. Alors, j'exclus pas totalement non plus une prolongation pour Muriel. Hein, voilà, c'est pas hors de propos non plus. Mais idéalement, c'est pas ce que je voudrais faire. Je préférerais quand même soit le vendre dès cet été pour une belle somme, soit voilà, on va rider avec lui cette saison, on va espérer qu'il soit efficace, qu'il nous mette des buts, et à la limite, même s'il part libre l'an prochain, peut-être qu'on aura fait une croix sur 10 millions d'euros, mais au moins on se libérera ces 200 briques de salaire mensuel. Donc voilà.
Voilà pour le tour de l'effectif. Je vais commencer à faire les premiers transferts off caméra. Je vais pas vous montrer tout ça parce que ça va être un peu chiant le temps de rechercher les joueurs. Je vais quand même rapidement vous montrer où ça se passe les transferts pour ceux qui connaîtraient pas le jeu et qui voudraient découvrir. Ici dans votre centre de recrutement, vous pouvez créer des recherches ciblées. Donc voilà, vous créez une recherche ciblée, vous sélectionnez le poste que vous voulez rechercher et après vous voyez que vous pouvez rechercher par niveau, par potentiel, par âge. Domaine, c'est les championnats, les pays où vous voulez faire les recherches. Après vous envoyez vos recruteurs et ils vous font une liste de joueurs qui selon eux seraient à recruter. Plus la note est proche de A, mieux c'est. Donc là on voit que c'est tous les joueurs qui sont conseillés. Alors ça c'est pas des joueurs que j'ai demandé, hein. C'est la liste de potentiels recrues qu'on m'a fait de base quand je suis arrivé au club. Il y a des profils pas inintéressants, hein, dans ce cas-là, hein. Il y a quand même des bons joueurs. Matteo Darmian, bah alors il a 32 ans mais ça peut toujours servir en backup sur un côté. Marash Kumbula, pareil, le défenseur central de la Roma, on voit qu'il a 4 étoiles et demie. Malheureusement il est estimé entre 15 et 18 millions, c'est un peu cher là pour le premier mercato. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, non c'est pas ici, c'est ici, on a 12 300 000 € pour faire notre premier mercato cet été. Alors on aura plus si on vendra plus, hein. Vous voyez qu'il est écrit en petit en dessous, 100% des recettes transferts sont disponibles, c'est-à-dire que si vous vendez un joueur, admettons qu'on vende Muriel pour Luis Muriel pour 10 millions, et bah il y a les 10 millions qui s'ajouteront dans le budget transfert. Il y a certains clubs c'est moins que 100%, il y a certains clubs il y a des conditions, par exemple ils vous donnent 100% jusqu'à une certaine somme. Enfin voilà. Voilà pour la présentation des objectifs du club de l'effectif. Je vais commencer à faire les premiers transferts et on se retrouvera dans un deuxième épisode, les refs, où je vous présenterai mes premières recrues et on partira directement pour les débuts du championnat. Si jamais vous avez apprécié ce premier épisode, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, à me le faire savoir dans les commentaires, à me conseiller aussi, hein, s'il y a des joueurs de Football Manager, n'hésitez pas à me conseiller des recrues, des joueurs que vous aimeriez voir arriver au club. Et en attendant qu'on se retrouve pour l'épisode 2 de cette série et aussi petit spoiler pour une vidéo sur le nouveau projet de Super League, c'est sorti aujourd'hui. J'essaierai de vous en faire une vidéo ce week-end, on va parler de tout ça. Voilà, en attendant qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo les refs, n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et moi je vous dis à bientôt, portez-vous bien.